réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Les deux font à genoux, les deux jeunes debout. Au passé dans la guerre, vive le sang, vive le sang. Au passé dans la guerre, vive le sang du canon. Que faut-il aux républicains, que faut-il aux républicains? Du fer, du blanc, aussi du pain, du fer, du blanc, aussi du pain. Du fer pour travailler, et non pour se venger. Et du pain pour ses frères, vive le sang, vive le sang. Et du pain pour ses frères, vive le sang des canons. Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de gaulo-communisme, c'est-à-dire de personnes identifiées comme étant de droite et nationalistes, quand bien même, si l'on creuse, elles ont des positions de gauche radicale, socialisantes, voire communisantes. Ici, l'expression n'exprime pas à proprement parler une idéologie politique avec une doctrine précise, mais une tendance au sein d'une droite patriotique, républicaine et souverainiste à une sensibilité de gauche, voire de gauche radicale ou d'extrême gauche. Je vais donc vous parler en tant que marxiste républicain des cas respectifs de trois personnes avec qui j'ai pu moi-même discuter, qui bien que de droite ou du moins hostiles à la gauche, tiennent en réalité des positions qui tiennent plus de la vieille gauche ouvrière et antilibérale ou de républicains de gauche que de la droite libérale et réactionnaire. Parmi eux, un garagiste, un ouvrier et un paysan. Bref, des prolos, pas des bourgeois. Petit point à noter, le garagiste en question ne se considère pas spécialement comme, entre guillemets, de droite. Il se considère plutôt comme, entre guillemets, nationaliste et pourrait se reconnaître dans ce qu'il appelle la gauche du CNR. Avec ces trois personnes, j'ai eu l'occasion de discuter de toutes sortes de sujets. Histoire, science, science-fiction, jeux vidéo, politique, philosophie, critique de religion, etc. etc. Commençons par le garagiste. Tout comme moi, cette personne est athée et critique des religions. Cette personne, tout comme moi, est critique des religions abrahamiques, notamment sur le danger théocratique présent dans le christianisme et l'islam. Cette personne est d'accord avec moi sur le constat suivant vis-à-vis des religions. Elles sont le plus souvent essentiellement des outils politiques, au service de régimes oligarchiques et sont potentiellement dangereuses pour la démocratie. Cette personne est aussi un patriote attaché à la République et au service public. Ainsi qu'aux valeurs humanistes, universalistes qui vont avec. Cette personne est aussi un patriote attaché à la République et au service public, ainsi qu'aux valeurs humanistes universalistes qui vont avec. Fondamentalement, ce que cette personne rejette dans la entre guillemets gauche, c'est l'abandon de la laïcité et de l'universalisme. Par ailleurs, cette personne attache une grande importance à la DDHC. En l'occurrence, il est critique du wokisme et de sa tendance au racialisme, ainsi que de la tendance de la gauche actuelle à l'islamo-collaborationnisme. Cette personne avait aussi accusé la sociologie d'être une pseudo-science envoyant des gens dans des fours. Cette personne avait aussi, entre guillemets, accusé la sociologie d'être une pseudo-science envoyant des gens dans des fours. En fait, il s'agirait de nuancer. Le problème venant de l'approche contemporaine de la sociologie, qui, influencée par l'idéologie woke, développe des conceptions racialistes renvoyant à ce qu'était historiquement une pseudo-science telle que la raciologie dans le domaine de la biologie. En effet, historiquement, la sociologie, comprenant des penseurs aussi divers qu'Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, etc., ne saurait être réduite à l'idéologie identitaire postmoderne qui a aujourd'hui quelque peu infecté la discipline sociologique dans les milieux universitaires.
Cette personne-là, par exemple, est critique de l'immigration, entre autres choses, compte tenu du fait qu'elle est solidaire de nos compatriotes mahorais qui rejettent l'immigration. En effet, l'île de Mayotte est très pauvre et n'a donc, de ce fait, pas vraiment les ressources pour accueillir plus de migrants. Sinon, cette personne se déclare pour une, entre guillemets, démocratie nationale solidaire. En d'autres termes, une nation forte et indépendante. Une nation qui forme la communauté des citoyens, avec une république laïque et démocratique, des services publics et la nationalisation de toutes les grandes entreprises. Cependant, si cette même personne considère que les grandes entreprises doivent appartenir au peuple, il est à préciser qu'il considère que les PME doivent être laissées au privé. Mais si je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer avec lui le sujet des coopératives, formes d'économie collective appartenant entre guillemets au privé, car non étatiques car non étatiques ou non publiques, il ne faudrait pas oublier qu'à l'échelle des petits moyens de production, à contrario de l'échelle des grands moyens de production, la socialisation pourrait et devrait de préférence passer par le secteur coopératif. Cependant, si cette même personne considère que les grandes entreprises doivent appartenir au peuple, il est à préciser qu'il considère que les PME doivent être laissées au privé. Mais si je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer avec lui le sujet des coopératives, forme d'économie collective appartenant au privé, car non étatique ou du moins non public, il ne faudrait pas oublier qu'à l'échelle des petits moyens de production, à contrario de l'échelle des grands moyens de production, la socialisation pourrait et devrait de préférence passer par le secteur coopératif. Après, sur certains trucs, il manquait des bases sur le plan sémantique. Une fois, j'avais évoqué le fait que les libres-échanges étaient un problème. Cette personne m'avait rétorqué que le libre-échange était une bonne chose. Je lui ai expliqué que le libre-échange consistant en la libre circulation des marchandises, en une dérégulation qui servait des logiques concurrentielles socialement néfastes, qu'il fallait faire du protectionnisme, mettre des barrières douanières pour protéger l'économie nationale, tout en imposant des normes sociales, et en finançant les services publics grâce aux taxes douanières. Et cette personne était naturellement tout à fait d'accord avec moi. Cependant, cette personne n'avait, semble-t-il, qu'entendu le mot échange dans libre-échange, et convenant de la nécessité d'un commerce extérieur, n'était pas non plus pour l'autarcie. Ensuite, il y a une autre personne, un ouvrier. Il travaille à mi-temps. Il est plus jeune que le garagiste que j'ai précédemment évoqué. Il a à peu près mon âge. Tout comme moi, il est athée. Il est également, tout comme moi, souverainiste, c'est-à-dire pour la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. De base, il se considère comme quelqu'un de droite. Mais en discutant avec lui, il a constaté que le clivage gauche-droite était complètement claqué au sol aujourd'hui. En fait, ce qui ne lui est pas dans la gauche, c'est la gauche woke. En effet, il est pour la défense, voire l'extension des services publics, notamment dans le domaine de la santé et de l'instruction. En fait, ces personnes se reconnaissent plutôt dans le discours de l'UPR et à une sensibilité politique qu'on pourrait assimiler à du gaullisme social. Démocrates, laïcs et républicains, son entre guillemets conservatisme tient plus à de l'anti-wokisme qu'à du traditionnalisme ou à un rejet de l'idée de progrès. Démocrates, laïcs et républicains, son entre guillemets conservatisme tient plus à de l'anti-wokisme qu'à du traditionnalisme ou à un rejet de l'idée de progrès. En fait, il rejette tout autant que moi les inepties idéalistes et identitaires du postmodernisme, telles que l'intersectionnalité, la théorie du genre, la théorie critique de la race, etc., en faveur d'une analyse plus rationnelle et matérialiste de la société. Sur la question de la laïcité, il a pu s'étonner que la gauche, qui historiquement était plutôt du genre à lutter contre le cléricalisme et l'obscurantisme religieux, notamment sachant que la gauche est l'artisan de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, soit aujourd'hui le camp qui soutienne les islamistes. Sur la question de la laïcité, il a pu s'étonner que la gauche, qui historiquement était plutôt du genre à lutter contre le cléricalisme et l'obscurantisme religieux, notamment en sachant que la gauche est l'artisane de la loi de 1905,
sur la séparation de l'Église-État soit aujourd'hui le camp qui soutienne les islamistes. Plus exactement, sur la question de la démocratie, tout comme moi, cette personne est pour des éléments de démocratie directe avec le RIC, tout en étant pour la conservation d'un système électif. Quant à la question de la démocratie représentative, mais est aussi favorable à des éléments de technocratie quant à la nécessité d'une certaine expertise dans les institutions quant à la gestion des services, quant à la gestion des affaires publiques. Plus exactement, sur la question de la démocratie, tout comme moi, cette personne est pour des éléments de démocratie directe avec le RIC, tout en étant pour la conservation d'un système électif quant à la question de la démocratie représentative, mais aussi favorable à des éléments de technocratie quant à la nécessité d'une certaine expertise dans les institutions pour la gestion des affaires publiques. Cette personne se dit aussi identitaire. Pourtant, c'est un jeune homme, curieux de divers sujets, qui est généralement respectueux et ouvert à la discussion lorsqu'il s'agit d'en apprendre plus sur d'autres cultures. Cette personne se dit aussi identitaire. Pourtant, c'est un jeune homme curieux de divers sujets, qui est généralement respectueux et ouvert à la discussion lorsqu'il s'agit d'en apprendre plus sur d'autres cultures. En fait, son « identitarisme » n'est pas véritablement un anti-universalisme. L'attachement de cette personne à une vision identitaire ne tient pas tant d'une volonté de hiérarchiser les peuples et les cultures, telle que le ferait une personne ayant une vision suprémaciste de l'identité. Que de considérer qu'il faille préserver les différences culturelles entre peuples, tel un patrimoine. Ce que cette personne semble rejeter dans l'universalisme, ce n'est pas tant en soi l'universalisme, que l'universalisme abstrait et un certain relativisme culturel. En fait, quant à l'identité nationale et au reste de ce qui le positionne entre guillemets à droite, il n'est pas naïf sur les problématiques d'insécurité, d'immigration et sur les dangers de l'islamisme. Favorable à ce qu'il appelle une économie mixte, ce qui le place davantage du côté de la social-démocratie que de l'ultralibéralisme, il semble pour autant se considérer comme favorable à une économie capitaliste. En fait, ce qui le rend favorable à un tel système n'est pas tant l'attachement à une propriété privée lucrative qu'il n'a pas en tant que le simple salarié. En fait, ce qui le rend favorable à un tel système n'est pas tant l'attachement à une propriété privée lucrative qu'il n'a pas en tant que salarié, mais l'idée de méritocratie. Pour lui, l'idée gauchiste d'égalité salariale absolue, c'est-à-dire sans prise en compte de l'effort fourni par le travailleur, est injuste et irrationnelle. Pour lui, l'idée gauchiste d'égalité salariale absolue, c'est-à-dire sans prise en compte de l'effort fourni par le travailleur, est injuste et irrationnelle. Évidemment, il s'agit d'une caricature grossière du socialisme qui est ici faite. Caricature à la fois répandue par divers militants d'extrême gauche, caricature répandue par divers militants d'extrême gauche, peu ou mal formés politiquement. Évidemment, il s'agit d'une caricature grossière du socialisme qui est ici faite, caricature répandue par divers militants d'extrême gauche, peu ou mal formés politiquement, et par conséquent crue par une bonne partie de la population. Puisque rappelons que sous le socialisme, en tout cas plus le modèle soviétique qu'est-allemand, le principe appliqué à la rémunération est à travail égal, salaire égal. Et même, dit plus durement, qui ne travaille pas ne mange pas. Ayant eu l'occasion de discuter ultérieurement avec cette même personne à propos du concept d'économie mixte, cette même personne m'a avoué qu'elle ne serait pas hostile à un socialiste qui reprendrait le modèle chinois sur le plan strictement économique, pas sur la question du réel ou supposé système de crédit social, ni lui ni moi ne souhaitant une société de surveillance généralisée. Enfin vient le paysan, et là c'est plus étonnant encore.
Lui n'est pas athée, mais il n'est ni chrétien ni musulman. C'est plutôt une sorte de néo-païen nordique. Mais ça, c'est plus son délire personnel qu'autre chose. Mais comme moi, il critique aussi bien le christianisme que l'islam. Peut-être plus l'islam, mais dans les deux cas, il sait critiquer leur hypocrisie morale et voit bien dans quelle mesure les religions organisées sont des outils de contrôle social à visée oligarchique. Peut-être plus l'islam, mais dans les deux cas, il sait critiquer leur hypocrisie morale et voit bien dans quelle mesure les religions organisées sont des outils de contrôle social à visée oligarchique. C'est un souverainiste, il est tout comme moi opposé à l'UE, à l'euro et à l'OTAN. Il souhaite au fond retrouver une politique gaullienne d'indépendance nationale et de non-alignement de la France quant aux affaires étrangères. Il a pu se déclarer à la fois gaulliste, nationaliste et libertarien. Il a pu se déclarer à la fois gaulliste, nationaliste et libertarien. Il a pu avoir un discours très rude vis-à-vis de la gauche, que ce soit sur la question de l'islam, de l'insécurité, du wokisme ou de l'immigration. Sauf qu'il n'est pas libertarien et que maintenant il considère ouvertement le libertarianisme comme une absurdité et une idéologie américaine complètement inadaptée aux réalités françaises. Même lorsque cette personne se disait libertarien, il était pour la renationalisation des autoroutes ainsi que pour la nationalisation de l'énergie et de l'industrie de la défense. Puis s'est progressivement positionné en faveur de la nationalisation de l'industrie agroalimentaire, et s'est même senti peu hostile à la nationalisation des grandes exploitations agricoles, celles-ci faisant concurrence aux petits paysans. Même lorsque cette personne se disait libertarien, il était pour la renationalisation des autoroutes ainsi que pour la nationalisation de l'énergie et de l'industrie de la défense, puis s'est progressivement positionné en faveur de la nationalisation de l'industrie agroalimentaire, et s'est même senti peu hostile à la nationalisation des grandes exploitations agricoles, celles-ci faisant concurrence aux petits paysans. En fait, le libertarianisme et la méfiance de l'État chez cette personne tenaient plus à la peur d'une société de surveillance que d'un rejet en soi de l'État et de ses fonctions sociales. D'autant que lorsque c'est un individu tel que Macron qui est aux manettes, on peut légitimement comprendre le sentiment d'inquiétude présent dans l'affaire. Quant à sa critique du socialisme, plusieurs choses l'une. L'une tient à la fiscalité, ce qui est réduire le socialisme à la social-démocratie en mettant de côté la position communiste, puisque justement les recettes de la nationalisation des moyens de production permettent un autofinancement de l'État et donc potentiellement de diminuer, voire de supprimer les impôts. L'une tient à la fiscalité, ce qui est réduire le socialisme à la social-démocratie en mettant de côté la position communiste, puisque justement les recettes de la nationalisation des moyens de production permettent un autofinancement de l'État et donc potentiellement de diminuer, voire de supprimer les impôts. Puisque cette personne vit dans un milieu rural, elle paie des impôts pour des services publics qui ne fonctionnent pas correctement, et ce, sans compter les problèmes des déserts médicaux. L'une tient à l'attachement à la propriété et aux stéréotypes selon lequel les communistes, en adversaires acharnés de la propriété privée, chercheraient à s'emparer des terres des petits paysans ainsi que des boutiques des petits artisans commerçants, ce qui est en réalité entièrement faux du point de vue de la théorie économique marxiste et des réalités pratiques même de l'URSS où subsistait une part de petites entreprises privées. Et des réalités pratiques même de l'URSS où subsistait une part de petites entreprises privées. Encore une autre tient non au socialisme lui-même en tant que mode de production, mais envers le souci de beaucoup de personnes qui, attachées à juste titre à la démocratie et aux libertés publiques, tombent aisément dans l'antisoviétisme et l'anti-stalinisme le plus échevelé,
et ce malgré une réalité historique autrement plus complexe et nuancée que la caricature et l'image véhiculée aujourd'hui d'une URSS diaboliquement totalitaire. Situation qui nourrit l'anticommunisme le plus virulent lorsqu'elle est cumulée avec des militants gauchistes parlant de entre guillemets république bourgeoise, entre guillemets démocratie bourgeoise et de entre guillemets liberté formelle, à ses concitoyens prolétaires pourtant soucieux de démocratie. En réalité, cette personne voit surtout une France désindustrialisée, avec une élite politique complètement déconnectée des réalités populaires, et après avoir critiqué vertement une gauche woke et sans frontieriste, ne se satisfait pas non plus d'une droite libérale qui vend son pays à des intérêts étrangers, ou d'une droite traditionnaliste, obnubilée par le folklore et le refus de la modernité. Bref, pour cette personne qui s'est maladroitement qualifiée d'antiparlementariste, se fait au jour le constat un peu simpliste, mais somme toute réaliste, d'un Dédé qui aurait un peu trop bu au PMU, et de son fameux « les politicards, tous des pourris ». Bref, pour cette personne qui s'est maladroitement qualifiée d'antiparlementariste, se fait au jour le constat un peu simpliste, mais somme toute réaliste d'un Dédé qui, ayant un peu trop bu au PMU, s'exclame de son fameux « les politicards, tous des pourris ». Bref, pour cette personne qui s'est maladroitement qualifiée d'antiparlementariste, se fait jour le constat un peu simpliste mais somme toute réaliste d'un Dédé qui, ayant trop bu au PMU, s'exclame de son fameux « les politicards, tous des pourris ». En fait, cette personne, tout comme moi, a un véritable désir de démocratie. Fin du Sénat, référendum révocatoire, RIC, référendum hebdomadaire, fin de la rémunération excessive des élus de la nation, fin de la monarchie présidentielle avec remplacement du président de la République par un triumvirat à la tête de l'État, etc., etc. Bref, cette personne qu'on pourrait croire au début quelque peu hostile au communisme a fini par avouer avoir envisagé qu'un tel système puisse permettre d'améliorer la situation du pays. D'autant que cette personne considère même qu'il faut finalement que les prolos reprennent bout par bout du terrain face à une bourgeoisie qui a profondément trahi le pays. Tout ça pour vous dire, camarades, que pour reconstruire un parti communiste digne de ce nom, il faut arrêter de se positionner systématiquement comme le dernier des wagons de la gauche bourgeoise, et de réduire l'arène politique au spectre abstrait de la gauche et de la droite. Le problème étant que chaque fois que le centre-gauche dit une bêtise et que l'extrême-gauche s'aperçoit de l'hypocrisie de la chose, elle ne fait que la reprendre en plus radicale, comme si la radicalité dans la bêtise noyait les mensonges de la gauche caviar dans la vertu de la franchise et de la sincérité de la gauche radicale. Alors qu'en réalité, la gauche et la droite ne sont pas monolithiques. D'ailleurs, il y a même parfois une partie de la gauche qui est plus bourgeoise et anticommuniste qu'une certaine partie de la droite. Ce qui nous intéresse, ce n'est ni de parler à des militants de gauche, ni de parler à des militants de droite, mais aux travailleurs et aux classes populaires. En réalité, le paradoxe actuel étant que dans une certaine partie de la droite, il y a des gens ayant des valeurs qu'on pourrait qualifier comme de gauche ou d'une certaine gauche, soit des gens que l'on pourrait, à divers degrés, convaincre du socialisme. D'autant qu'au-delà de la gauche et de la droite, non seulement la question de la classe se fait jour, mais au-delà du clivage gauche-droite, il y a des individus, des hommes et des femmes, capables d'évoluer politiquement et de penser par eux-mêmes. Ils ne sont donc
Ils ne sont pas totalement réductibles, malgré leurs convictions et attachements partisans, à un camp entre guillemets de gauche ou entre guillemets de droite, à tel ou tel parti ou mouvement politique. Au-delà de ça, le militantisme sérieux prend sa source dans une certaine capacité à envisager le dialogue et dans l'évolution des individus. Et dans la capacité d'évolution des individus. Au-delà de ça, le militantisme sérieux prend sa source dans une certaine capacité à envisager le dialogue et dans la confiance dans la capacité d'évolution des individus. Mais si on part du constat qu'il existe une droite républicaine, souverainiste, patriotique et sociale, capable de tenir des positions économiques de type social-démocrate et opposée au libre-échange, alors nous pourrions envisager plus radicalement qu'il puisse exister certains droitards qui poussaient sur cette pente de qu'il puisse exister certains droitards qui, poussés sur cette pente de justice sociale, puissent être sans le savoir des communistes qui s'ignorent, ou des communistes contrariés. Aussi bizarre que cela puisse paraître, pourrait potentiellement se révéler l'existence de ce que l'on pourrait appeler des entre guillemets communistes de droite, dont certains ne seraient pas si idéologiquement éloignés que ça de positions de la bonne vieille gauche républicaine et ouvrière. Nous pourrions étrangement faire l'hypothèse d'un certain nombre de prolétaires de droite. Nous pourrions étrangement faire l'hypothèse qu'un certain nombre de prolétaires de droite soient malgré tout des communistes en puissance, des communistes qui seraient en quelque sorte au placard, qui seraient en quelque sorte entre guillemets au placard. Bref, face aux méfaits réunis de la social-démocratie libertaire, des libéraux et des réactionnaires, disons-le très franchement, notre voie vers le socialisme n'est pas celle de la gauche bourgeoise sectaire des bobocrates encaviardés, mais celle du républicanisme ouvrier. Sur ce, camarades et citoyens, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, solidarité, nous vaincrons.